Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau 7-8 Week-end. Comme tous les vendredis, nous revenons sur les moments forts de l'actualité loisir. Tout d'abord, on l'attendait, il est maintenant officiellement ouvert depuis quelques jours. Le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueille déjà de nombreux cyclistes sur les pistes, mais pas seulement. Le site permet aussi de pratiquer d'autres sports comme le badminton ou le self-défense. Un reportage d'Anthony Reich et de Jonathan Villeman. C'est leur toute première prise de contact avec l'écrin de Saint-Quentin en Yvelines. Et même si cette dizaine de cyclistes sont des pistards confirmés, les exigences de l'anneau du vélodrome les obligent à reprendre les bases. C'est toute une façon de pédaler qui est différente de la route, avec un vélo sans frein, un pignon fixe. On travaille d'abord une mise en train, c'est-à-dire une séance de entre 20 et 25 minutes d'échauffement, avec leur apprendre à avoir la science du train, c'est-à-dire de ne pas faire d'accélération. Et après, on a fait des petits exercices d'apprendre à se mettre en danseuse. Après une heure passée sur la selle, ces cyclistes ont du mal à quitter cette piste, unique au monde. Au début, c'est surprenant, mais après, avec l'habitude, on commence à monter. D'ailleurs, on a fait un exercice là à plusieurs, où on a monté à moitié, aux trois quarts de la piste. Mais c'est tout de même impressionnant. J'ai tourné à Manchester, j'ai tourné à Roubaix. Et là, la première impression, le rendement, il est exceptionnel. Il y a vraiment un rendement et je pense que c'est une piste qui permettra de battre des records. Rien que pour la première journée d'ouverture, la piste a accueilli plus d'une centaine de cyclistes. L'abonnement annuel vous coûtera 250 €. Mais au sein du vélodrome, il n'y a pas que du cyclisme. Au milieu de l'aire centrale, juste derrière moi, se trouvent des terrains de badminton libres à la location. Et dans les travées du Clairefontaine du cyclisme français, vous pourrez découvrir le self-kick défense. La salle d'entraînement n'est pas encore terminée, mais les passionnés sont déjà au rendez-vous. Ici, les élèves apprennent à se défendre avec des simulations de situations du quotidien, mais aussi touche aux sports de combat comme le kickboxing ou le penchak silat. 10 mois de cours de self-kick défense vous coûteront près de 400 €. C'est une danse originaire d'Angola et cousine du tango, la kizomba. Un stage de découverte était organisé à Trappes il y a quelques jours. Anthony Reich et Claire Cambier se sont rendus sur place. Prenez la position câlin et c'est parti pour une kizomba. Cette danse importée d'Angola se caractérise par sa longueur et sa sensualité. On appelle un peu abusivement la kizomba du tango africain parce qu'on retrouve déjà la même posture un peu en pyramide, donc vraiment l'un contre l'autre. Et les déplacements aussi, on retrouve des déplacements qui sont liés au tango argentin tout simplement. La kizomba est vite venue concurrencer les rythmes latino-américains comme la salsa et la bachata. Sur le bord de la piste, cette danse semble simple mais en pratique c'est une question de sensation entre les deux partenaires qui s'affinent à chaque pas effectué. Je pratiquais un tout petit peu avant et en fin de compte la kizomba on pense que c'est assez simple et j'ai plein de défauts dans ma danse et là je me suis aperçu qu'avec les profs ils m'ont corrigé plein de défauts. Donc on croit que la kizomba c'est facile mais c'est quand même assez dur hein, donc je galère quand même pas mal. La kizomba, moi je dirais connexion, je crois que c'est le mot idéal étant donné que c'est le mot qu'on utilise vraiment tout le temps, qui veut vraiment signifier non pas simplement un contact physique entre les deux partenaires, mais un feeling et un échange. En quelques cours, vous pourrez apprendre les bases qui vous permettront de vous amuser sur les rythmes angolais. Pour ce type de stage de découverte de 2 heures, il vous en coûtera 18 €. Plus de 500 personnes étaient réunies le week-end dernier à Trappes. Tous sont venus participer ou assister à la première édition d'une compétition de danse hip-hop appelée Be The One Battle. Aurélia Debussy et Claire Cambier. La France contre la Belgique, 3, 2, 1, let's go! 32 danseurs internationaux se sont retrouvés samedi à la Meurice de Trappes. Strict Hip Hop crée l'événement et organise Be The One Battle, la première édition d'une compétition de danse en 3 catégories, break, hip-hop et crump, un genre venu d'outre-Atlantique très populaire dans l'univers de la danse hip-hop. Le break c'est plus un style artistique.
où voilà, il y a des mouvements au sol, en l'air. Voilà, c'est plus, ça se rapproche un peu plus de la gym. Voilà, et le hip-hop, c'est plus des mouvements debout, avec des fluidités. Et le crump, c'est une question d'attitude en fait. C'est du debout aussi, mais c'est une question d'attitude, c'est une mentalité qu'il faut avoir en fait. Les danseurs s'affrontent 1 contre 1 ou 2 contre 2 selon la catégorie sur une musique freestyle du DJ. Il y a du bon son, il y a un bon public, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des bébés, il y a tout. Donc voilà, c'est vraiment, c'est mixte. C'est un partage, c'est un échange de culture pour des gens qui ne pratiquent pas. Et voilà, franchement, c'est super, c'est super. Technique, originalité, le danseur, faut qu'il se donne, quoi. S'il fait rien, le jury, il va pas voter pour lui. Bien qu'il s'agisse d'un show, le battle n'en est pas moins une compétition. Les performances sont évaluées par un jury de professionnels. Moi, je note pour la danse, ça veut dire l'expression, l'échange de l'énergie avec l'autre. Donc, si tu partages plus, pour moi, tu peux plus me séduire qu'autre chose. Partager en rigolant, surtout. S'amuser sur le son, s'amuser sur la musique et s'amuser avec son adversaire, c'est le plus important. La différence, en fait, c'est la maîtrise. La maîtrise de son style, justement, et de sa technique, en fait. Toujours nourrir la flamme du hip-hop, le mec, toujours. Les danseurs pourront à nouveau s'affronter le 15 février à l'occasion du Jam Battle Contest, une compétition par équipe de breakdance initiée par Strictly Pop depuis maintenant 4 ans. C'est la 3e année qu'il organise cette action solidaire à Elancourt. Le photographe Frédéric Gras propose des séances photos aux familles. L'argent récolté est ensuite reversé à l'association Sœur Emmanuelle Asmae, une association qui lutte contre l'injustice faite aux enfants les plus défavorisés. Il était l'invité d'Aurélia Debussy dans l'émission Kiosque cette semaine. Nous l'écoutons. Premièrement, il faut s'inscrire auprès de chaque photographe pour participer, soit par mail, soit par téléphone. Et c'est très simple. Une fois que l'inscription est faite, il suffit de prendre un rendez-vous pour venir au studio et on réalise la séance photo qui dure en général entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction des photographes. C'est une vraie séance professionnelle. Ah oui, là c'est une vraie séance photo et ensuite donc les clients en fait qui vont venir font un don à l'association Asmae cette année. Alors, cette année, la thématique, c'est la famille. Oui. Donc, l'idée, c'est de photographier toute la famille. Pas que les enfants, mais toute la famille. Voilà, on a changé de thème, en fait, ouais. Parce qu'on faisait les enfants les autres années. Et on a décidé de changer un petit peu. Donc, cette année, on a agrandi le cercle. Et donc, soit le papa, soit la maman, soit les deux seront aussi sur les photos, même si on photographie quand même les enfants un petit peu seuls ou entre frères et sœurs quand ils viennent à plusieurs. Cette opération se termine aussi par un concours sur Facebook que vous avez lancé. De quoi il s'agit en fait? Comment ça se déroule? En fait, pour terminer l'opération sur une note un petit peu avec le sourire, toutes les familles qui ont participé vont venir aussi choisir une famille, une photo. Deux familles. Et cette photo sera mise sur les pages de chaque photographe. Et en fait, après, les gens peuvent... C'est un grand concours. Voilà, on élu la meilleure photo. Alors, c'est pas réellement ça, mais en fait, les gens vont voter j'aime. D'accord. Et puis, toutes les photos qui vont atteindre un certain seuil de j'aime partiront en finale. Et en fait, les photographes et Asmae éliront pour tous les photographes les 3 plus jolies photos. Voilà. Et qu'est-ce qu'on gagne alors? En fait, on gagne des agrandissements ouais. Dans les studios de chacun des photographes au format 50-50. Voilà. Ces dons seront donc reversés à l'association Sœur Emmanuelle. Les fêtes de fin d'année sont passées et il faut penser à se débarrasser de son sapin. D'habitude jetés et incinérés, ils peuvent être également recyclés. Les services techniques de la mairie de Montigny-le-Bretonneux organisent une collecte jusqu'au 20 janvier. Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. Que faire de son sapin après les fêtes ? À Montigny-le-Bretonneux, les services techniques de la mairie ont organisé pour la 2e année consécutive une collecte pour vous aider à vous débarrasser de vos conifères. Pour ce faire, il suffisait de venir déposer son sapin, vierge de toute décoration, sac ou support, dans l'un des 19 enclos répartis à travers la ville.
Une démarche écologique puisque les arbres étaient broyés avant d'être recyclés. On a déjà sur la ville de Montigny 14 000 tonnes de déchets. On s'est dit qu'on pouvait en extraire une partie. Le sapin rend un grand service à Noël pour les fêtes. On lui laisse la possibilité de rendre un deuxième service en abondant soit la terre de nos espaces verts, soit en emmenant ces sapins pour qu'ils soient compostés. Sur les massifs, le produit du broyage va permettre de garder la terre humide et d'éviter la pousse des mauvaises herbes sans utiliser de traitement chimique. L'an dernier, 15 mètres cubes de conifères avaient été collectés, soit 1247 sapins. Cette année, la mairie en comptait déjà plus de 1300 au 10 janvier, une dizaine de jours avant la fin de la collecte. Une abbaye du XIIe siècle se retrouve au cœur de l'actualité. Les bois de Poigny-la-Forêt cachent ce véritable trésor qui risque de s'effondrer à tout moment. La mairie et l'association Sauvons les Moulineaux tentent de sauver ce site. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. À quelques kilomètres de Poigny-la-Forêt, derrière la végétation, se cachent les ruines d'une ancienne abbaye. Et le plus surprenant se trouve à l'intérieur, dans le cœur des Moulineaux. La voûte est quasiment restée intacte, comme si elle voulait résister au temps. Mais pour toute rénovation, l'accord du propriétaire, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, est indispensable. Pourtant, l'association et la mairie de Poigny-la-Forêt ont tenté à plusieurs reprises de trouver un terrain d'entente. On lui a fait des propositions, on lui a fait une proposition de délégation de maîtrise d'ouvrage finalement sous forme de bail emphytéotique, ce qu'il n'a pas donné suite. On lui a fait une proposition de rachat de la parcelle de 3 hectares qui englobe le prieuré. Il n'a pas donné suite et pour l'instant il fait le mort. Mais à tout moment la porte reste ouverte, c'est-à-dire que nous, notre souhait le plus profond, c'est de faire du propriétaire un allié. Les Moulineaux sont un des rares témoignages de l'ordre religieux de Grandmont qui aurait occupé le site au XIIe siècle. Et surtout, une bibliothèque à ciel ouvert dont beaucoup d'histoires sont encore à découvrir. L'association a donc écrit au ministère de la Culture et au préfet de région afin de faire protéger le site grâce au label Monument historique. Suite aux sollicitations, la direction régionale des affaires culturelles doit prochainement formuler un avis préalable à la déclaration de statut de protection d'urgence. Ça nous donne 1 an, c'est pas grand-chose, mais pendant cette année, la procédure de classement, elle, continuera à avancer. Et on espère que cette procédure de classement, vu la protection d'urgence qui aura été mise sur le site, pourra donner lieu à une signature du préfet de région. Une pétition vient d'être lancée sur Internet. Une nouvelle réunion est prévue le 27 janvier avec le sous-préfet, le ministère de la Culture et le propriétaire. Une nouvelle AMAP, une association en faveur de l'agriculture paysanne, vient d'être lancée à Trappes. C'est un agriculteur basé à Maintenon qui produira pour la vingtaine d'AMAPiens. Le but, un partenariat de proximité entre les paysans et les consommateurs. Olivier Maniscalco et Claire Cambier. Une nouvelle AMAP pour les trappistes. Ce week-end, salle Jean Moulin, l'association d'Edal organisait une première réunion d'information pour la vingtaine d'inscrits favorables au maintien de l'agriculture paysanne. Un contrat d'1 an a été signé avec un maraîcher bio installé à Maintenon et les premières distributions de paniers s'effectueront dès le mois de mars. Depuis 2008, on défend, on promeut les alternatives locales. Et là, c'était l'occasion de porter un projet concret sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, donc le principe d'une AMAP, c'est de mettre en lien des consommateurs avec un paysan. On voit qui produit les légumes, on peut lui poser toutes les questions. Le producteur est vraiment très transparent, donc c'est assez sympa. Et puis il y a aussi l'aspect convivialité qu'on a pu déjà voir ce matin. Une trentaine de légumes différents en fonction des saisons seront prochainement mis en production. Chaque panier délivré coûtera 17 € et permettra de nourrir un couple avec 2 enfants pendant une semaine. C'est un intérêt financier pour le producteur parce que son revenu est fixe et puis sa production est prévendue en début de saison. Donc, et pour le consommateur, c'est un intérêt aussi parce que il a des produits de saison et de qualité. Et puis aussi, ça crée du lien entre le groupe et le maraîcher.
Si vous souhaitez rejoindre le mouvement, les inscriptions sont encore ouvertes durant le mois de janvier. En France, on compte aujourd'hui plus de 1700 AMAP pour près de 300 en Île-de-France. Nous nous arrêtons maintenant sur une famille de Guyancourtois. Les roturiers, passionnés de courses d'orientation, sont à l'origine du club sur la ville à la fin des années 90. Il y a quelques jours, ils ont reçu la médaille de la ville. Invités d'Anthony Reich dans le 7-8 Sport cette semaine, Quentin et sa maman sont venus nous parler de leur passion. Alors vous créez le club à la fin des années 90, vous n'êtes pas beaucoup, 11 adhérents au départ, 2 familles je crois, c'est ça, la vôtre et une autre. Ça s'est vite, la mayonnaise a pris très vite sur Guyancourt. Oui, parce que sur la ville nouvelle, il y avait un potentiel énorme de personnes désirant pratiquer les sports nature. Et comme on était des familles, on était et des adultes et des enfants, et on a tout de suite attiré et des adultes et des enfants. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une famille qui arrive, c'est 3 ou 4 à la fois. Et le club a progressivement augmenté en volume et en résultats. Ouais, on va en parler juste après, justement, des résultats. Vous, à l'heure actuelle, Nathalie, vous êtes responsable de l'école, du club, pour les jeunes notamment. Votre mari, Christophe, président du club, il ne faut pas que vous partiez de Guyancourt. Comment va faire le club sinon? Ça va être compliqué, non? Personne n'est irremplaçable. Et je crois aussi qu'à titre personnel, vous avez un petit peu, vous en avez fait votre métier de la course d'orientation, c'est ça? Oui, j'ai passé mon brevet d'État et j'ai créé mon entreprise pour pouvoir faire des séminaires d'entreprise, des team building à base de course d'orientation. Parce que c'est une activité qui est complète, la tête, les jambes et plein de choses. Et vous êtes, j'imagine, tous les deux très attachés à la ville aussi? Peut-être, parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts sur la ville nouvelle, ça doit être, pour le coureur que tu es, l'orienteur que tu es, ça doit être très très important ça, non? Oui, c'est assez important d'avoir surtout de la forêt à proximité pour pouvoir varier les terrains à l'entraînement en fait. Il y a un domaine peut-être, un bout de bois, un bout de forêt que vous préférez, ou vous allez régulièrement, naturellement peut-être entre vous, non? On essaye de varier un maximum, mais moi personnellement j'aime beaucoup la forêt du Manet et la forêt des Vaux-de-Cernay aussi, qui sont assez sympathiques. Vous me parliez des performances, le club progresse d'année en année. Toi, Quentin, tu as été multiples fois champion de France et il y a eu cette participation tout récemment aux mondiaux. Il y avait eu les championnats d'Europe précédemment. Comment vous faites? C'est quoi le secret pour prendre un jeune comme Quentin qui a commencé tout petit, puis l'amener à l'équipe de France? Nathalie? C'est pas que notre part, c'est aussi leur propre tempérament. Parce que pour s'entraîner, il faut avoir la volonté, il faut y aller, qu'il pleuve, qu'il neige, et ne pas trop s'écouter. Donc c'est clair que la passion de l'activité, on leur a fait découvrir l'activité, et je crois que s'ils sont passionnés actuellement, c'est leur investissement à eux, c'est pas notre investissement à nous. On reste en sport avec une discipline quasi inconnue qui vient d'Europe du Nord. Mathieu Villaret est tinimontain et pratique le floorball. Il n'y a d'ailleurs que 10 clubs en première division dans le pays et une équipe de France féminine vient tout juste d'être créée. Découverte d'une discipline en pleine évolution avec Anthony Reich et Élodie Moine. C'est lors d'un séjour étudiant en Suède que Mathieu Villaret découvre le floorball. Rien ne l'indique dans le nom de ce sport, mais c'est en quelque sorte le petit frère du hockey sur glace. Ici, pas de patin, ni de palais, mais une crosse en carbone et une balle creuse. C'est moins technique, moins violent quand même que le hockey sur glace, mais il y a tout autant de dépenses physiques. Vraiment, on n'arrête pas de courir, on transpire beaucoup et puis ça reste ludique. On a une crosse, il faut pouvoir contrôler la balle, faire des passes à ses coéquipiers. Il y a un côté tactique également. Le floorball se joue à 5 contre 5. L'objectif, marquer plus de buts que l'équipe adverse sur un terrain de 40 mètres de long par 20 mètres de large. Les rotations s'opèrent toutes les 2 à 3 minutes. Ici, le contact est interdit, sauf à l'épaule. Et surtout, c'est accessible à tous. Très rapidement, on prend du plaisir à jouer, puisque même si on ne contrôle pas exactement la balle, on arrive quand même à faire des passes ou à avancer avec la balle, même si ce n'est pas parfait. Et donc on prend rapidement du plaisir. La légende raconte que le floorball serait arrivé en France dans les sous-sols de l'ambassade de Suède. Créé officiellement en 2002, le sport compte désormais 27 clubs et approche la barre des 1000 licenciés. Et il y a quelques mois, une équipe de France féminine a même vu le jour.
Il y a un gros changement, déjà il y a beaucoup plus d'équipes qui se challengent et qui peuvent se battre entre elles déjà dans la première division, alors que pendant longtemps il y avait quelques équipes qui dominaient. Donc automatiquement on voit que ça se resserre, le niveau se resserre. Beaucoup de clubs sont de plus en plus sérieux, avec des entraînements sérieux. Certaines cherchent même à apprendre à avoir des entraîneurs dédiés et des coachs dédiés sur le banc. Pour débuter, vous devrez vous équiper d'une crosse à 30 €, d'une bonne paire de baskets adaptées et surtout d'un super fair play. Utiliser les valeurs du sport pour aider au développement des enfants handicapés, c'est ce que propose le programme Jeunes Athlètes. Développé en 2007 à travers le monde, il était présenté ce mardi à l'IME de Carrières-sur-Seine. Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Un programme de sport adapté pour des tout-petits handicapés. Ce mardi, l'association Special Olympics présentait l'initiative Jeunes Athlètes à l'Institut médico-éducatif de Carrières-sur-Seine. Destiné aux enfants de 2 à 8 ans handicapés mentaux, le programme mis en place dès 2007 vise à améliorer, grâce aux valeurs du sport, les conditions de vie de ces tout-petits. On est encore dans les prémices de l'organisation. Là, c'est une première, une démonstration. Les enfants donc, ont été sollicités, les familles ont été sollicitées. L'objectif, c'est de les réunir, avoir du personnel qui est mis à contribution et d'organiser une séance d'activité sur la base d'activités motrices, avec des parcours, des choses à escalader et des choses qui sont totalement adaptées à leur niveau et à leur âge. Développer la motricité, dépasser les craintes, confronter les enfants à différents milieux et leur faire gagner en confiance, beaucoup d'objectifs sont visés à travers ces ateliers accompagnés d'éducateurs spécialisés. Autre objectif primordial pour l'association, mixer enfants valides et non valides dès le plus jeune âge afin de les faire grandir ensemble, plus tolérants face à la différence que représente le handicap. Je pense que c'est important pour nos enfants handicapés, mais c'est très important pour les enfants valides, pour plus tard, pour leur éducation, pour leur acceptation de l'autre, leur compréhension. Et je trouve que aujourd'hui en France, on est dans un pays où le handicap n'est pas forcément très bien accepté, et je trouve que ces projets pour les petits valides leur permettront plus tard de mieux accepter la différence. Prendre en charge les enfants pour faire souffler des parents fatigués fait aussi partie du programme Jeunes Athlètes, un programme qui avait déjà bénéficié à près de 95 000 enfants à travers le monde en 2011. L'objectif est d'en faire profiter 100 000 d'ici 2015. C'est la fin de cette édition du 7-8 Week-end. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous lundi dès 18 h pour le 7-8 L'Actu et dès 18 h 30 pour le 7-8 Sport. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end.